Bonsoir à tous. Vraiment, nous tenons à vous présenter nos sincères excuses parce qu'on a connu un petit problème technique dont nous venons de le résoudre tout de suite là. Il y avait des interférences avec d'autres vidéos sur l'ordinateur qui étaient lancées. Je recommence par vous remercier encore pour votre disponibilité. Vous avez remarqué sur la fiche que nous avons parlé des moments d'échange. Donc, moment d'échange sur l'apport de l'outil SIG dans l'aménagement du territoire. Donc, nous aurons quelques intervenants qui vont nous présenter certains des projets qu'ils ont pu travailler. Après cela, nous allons accorder la parole aux différents participants afin qu'ils puissent poser tout ce qu'ils ont comme questions et nous ferons en sorte de répondre à toutes ces questions-là. Donc, raison pour laquelle nous avons parlé d'un moment d'échange. Pour commencer, en fait, RFS Consulting est un bureau de consultance, un cabinet de consultance, un bureau d'études. Nous évoluons dans le domaine de gestion de l'environnement, aménagement du territoire, ingénierie forestière, encadrement scientifique, et nos outils principaux, ce sont les cibles et la télédétection appliquée. Raison pour laquelle vous voyez que nous martelons un peu beaucoup plus sur cet outil-là. Il est vrai que les SIG restent encore méconnus de beaucoup de gens, mais les SIG est un outil en fait tellement puissant et incontournable en matière d'analyse spatiale et de prise de décision. Ce soir, nous allons parler un peu de l'apport de cet outil-là, le SIG, dans le domaine de l'aménagement du territoire. Comment on peut se servir de cet outil-là? Vous avez remarqué que tout le monde a le micro désactivé. Nous l'avons fait à partir d'ici pour éviter un peu tout ce qui est comme dérangement et autres. Voilà. Pour commencer, nous allons débuter avec M. Tibé. Il est dans la ville de Lomé, au Togo. Après lui, il y aura d'autres intervenants qui vont succéder. Et nous tenons aussi à préciser que la conférence est prévue pour aujourd'hui et demain. Oui, Monsieur Tibé, vous avez la parole. Okay. Merci beaucoup, Monsieur Christian. Merci, bonsoir, chers participants et intervenants. Je me nomme Dadian Tibé, étudiant à l'Université de Lomé, titulaire d'une licence fondamentale en géographie, intervenant depuis Lomé, débutant dans les domaines de télédétection et cartographie. Tout d'abord, je tenais à vous présenter le thème du soir qui est intitulé l'apport de l'outil SIG dans l'aménagement du territoire. Sur ce, le titre de notre projet est le plan d'aménagement du territoire réalisé via un atelier de SIG participatif communautaire dans le village d'Akbar. En ce qui concerne notre travail, dont le projet d'aménagement ici s'inscrit dans le cadre d'un aménagement rural du village d'Akbar, un village situé sur l'île de Basilan aux Philippines. Alors, l'outil principal qui nous a permis de réaliser notre travail d'aménagement est l'image satellitaire issue de Google Earth. Vous comprenez, c'est une image, c'est à base d'une image satellitaire qui nous a conduit à réaliser
toutes les étapes d'aménagement de ce milieu. Alors, cette image ici de Google Earth a été d'abord, en premier lieu, mise à la disposition de la communauté villageoise, c'est-à-dire la communauté, c'est-à-dire le village en question. Donc, cette image a été soumise par les villageois afin que ceux-ci, tout d'abord, dessinent au marqueur les différents aménagements aux endroits voulus. Lorsqu'on leur a présenté l'image satellitaire, on leur tout juste demandé de faire leur représentation, en d'autres termes, les modifications, tracer à main les aménagements qu'ils attendent. Après tout cela, les différents aspects mentionnés sur l'image par les villageois enfin, la carte a été légendée, scannée puis géoréférencée dans le logiciel QGIS. Le logiciel QGIS est un logiciel qui permet, si on peut se permettre, de réaliser plusieurs projets en matière de SIG et cartographie. Alors, les aménagements clés identifiés par les villageois étaient d'abord l'implantation de 4 éoliennes. Après l'identification de l'implantation de 4 éoliennes, les villageois ont aussi mentionné l'installation de 3 points d'eau. Après cela, ils ont mentionné encore l'aménagement d'un potager biologique communautaire. Et enfin, l'installation d'un réseau d'égouttage pour les eaux usées, c'est-à-dire les caniveaux, si on peut le dire. Nous ne pouvons pas alors finir quand même sans montrer l'importance de l'outil SIG. Donc, au premier abord, les données fournies étaient d'abord l'image satellitaire. Mais, mis à part les images satellitaires, notre travail aussi a nécessité d'autres outils et moyens dont nous pouvons mentionner l'existence d'un ordinateur qui nous a tout facilité. Et en plus de cela, des utilisateurs compétents, mais surtout la sortie de terrain qui a été plus important. Donc, l'outil SIG à lui seul ne pouvait pas venir à bout de ce travail. Je vous remercie. En attendant que M. Suleiman puisse me rejoindre, je vais parler d'un projet. En fait, dans ce projet, j'aimerais un peu insister parce qu'on a connu tellement de problèmes qu'on a pu résoudre afin que vous puissiez un peu savoir comment nous avons parvenu à résoudre tout ce qu'on a connu comme difficultés. Pour tous ceux qui ont des questions, si vous pouvez, il y a l'espace discussion, vous pouvez déjà écrire tout ce qui est comme questions et préoccupations. On verra comment traiter cela de temps en temps. Voilà. En fait, le projet concerne la cartographie d'occupation du sol de la commune de Lingouala dans la ville de Kinshasa. Ceci, c'est un projet pilote. Le but est de donner d'abord les informations sur la situation actuelle. Le but était de faire d'abord un projet pilote qui va permettre un peu à savoir la situation de la commune de Lingouala, quels sont les différents bâtiments, que ce soit bâtiments publics, privés et autres. Et par rapport à ce projet, donc voilà le plan, mais il y a des parties que je vais sauter parce que je ne vais plus faire parler encore des sites, de l'aménagement, vu que M. Tubela a bien expliqué. Je vais vite passer à ce qui était
la problématique. Et puis, la résolution, donc tout ce qu'on a trouvé comme travail. En fait, c'est dans le cadre d'un projet pilote. Il nous a été demandé de réaliser une cartographie de la situation cadastrale de la commune de Lingwala dans la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et les données principales utilisées dans ce projet proviennent de OSM, OpenStreetMap. Il y a eu quelques images aussi tirées de Google Earth. Et ajouter à cela les limites administratives téléchargées dans le site, sur le site plutôt d'Ivagis. Les logiciels utilisés, nous avons utilisé le logiciel QGIS, le logiciel, soit encore la plateforme Google Earth Pro. Et à partir des données de OpenStreetMap, l'image satellite de Google Earth, associée à cela, notre connaissance du milieu, nous avons eu à concevoir une carte de géolocalisation de la commune de Lingwala pour indiquer un peu une carte de situation et la carte d'occupation du sol. Ça n'a pas été facile, raison pour laquelle j'ai jugé intéressant de présenter ces travaux et vous parler un peu de tout ce qu'on a connu comme difficulté et comment on a pu trouver des solutions. Si vous pouvez remarquer là, nous avons la situation de la commune de Lingwala. En fait, Lingwala, anciennement appelée Saint-Jean, est une commune du nord de la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Elle se situe au sud de la commune de Gombe et du boulevard du 30 juin, avec Barumbu et la commune de Kinshasa comme étant des communes limitrophes. Elle faisait partie de la cité indigène développée début du XXe siècle. Ça, ce sont des informations tirées de Wikipédia. Et si vous pouvez remarquer, nous avons des cartes là. Quand on parle d'une carte de situation, en fait, on va indiquer là où se trouve la zone d'étude par rapport à une zone beaucoup plus vaste. Vous pouvez les remarquer par rapport à la RDC. La commune de Lingwala se trouve à Kinshasa, qui est la capitale. Et là, nous avons la carte de localisation Kinshasa et puis commune de Lingwala. Donc ici, le but était d'indiquer là où se trouve la commune de Lingwala, ainsi que les communes limitrophes, donc les communes voisines. Comme je l'ai dit, en dehors des données provenant de OpenStreetMap, nous avons aussi récupéré les images satellites de Google Earth. Si vous pouvez remarquer là, nous avons des images. C'est la vie aérienne de la commune de Lingwala. On a essayé de récupérer les images de 2004 pour comparer avec la situation actuelle de 2021. Comme vous pouvez les remarquer, ici, nous avons la situation de 2004, donc comment était la commune en 2004. Donc, nous pouvons encore voir qu'il y a certains espaces qui ne sont pas encore lotis, qui ne sont pas encore occupés. Donc, si vous pouvez le voir, nous avons encore de vide. Et à droite, nous avons l'image de 2021. Et vous pouvez remarquer qu'il y a certaines zones qui étaient non loties, qui étaient vides en 2004, en 2021, sont déjà lotis, construits. Et ceci était juste pour nous permettre à faire un peu cette différence-là. Comme je l'ai dit, ça n'a pas été facile parce que, vous savez, le vrai problème pour nous, le pays africain et les Africains en général, comme habitants, c'est la disposition des bases de données. Souvent, le problème que nous rencontrons dans nos pays, nous n'avons pas de bases de données actualisées. Donc, on peut avoir l'envie de faire une étude, de faire un travail, mais on est buté parce qu'il n'y a pas de données. Nous aussi, on a connu ces problèmes. Le plan cadastral au niveau du Congo n'est pas encore numérisé. Il n'y a pas une base de données sur les informations cadastrales. Mais nous étions obligés de compiler un peu plusieurs sources, de compiler les données de plusieurs sources, aller sur Google Earth, aller sur OpenStreetMap, chercher d'autres images satellites, par exemple, sur SAS Planet.
Et deuxième problème, c'était aussi la difficulté de trouver les images à haute résolution. J'espère que ceux qui sont déjà du domaine, ceux qui travaillent trop dans le domaine des sites télédétection et autres là, ils savent que on a même parlé de ça à la conférence précédente. Souvent, ce sont des pays qui ont des des satellites qui disposent un peu des images de haute résolution. Ce n'est pas le cas pour nous autres. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous êtes en train de zoomer, arrivé à un certain niveau, les images perdent la qualité. Les images deviennent dépixelées. Et vous avez du mal à différencier. Mais si vous allez dans des zones, par exemple, je peux parler de Las Vegas, vous pouvez zoomer jusqu'à différencier même les objets. Même une chèvre, vous pouvez la différencier. Ce n'est pas le cas chez nous. Alors, nous avons pu associer les données de OpenStreetMap, les images satellites de Google Earth, ainsi que la connaissance du millet, tellement nous sommes à Kinshasa, ce qui nous a permis d'arriver un peu à ces résultats. Ce que vous pouvez remarquer là. Donc, en fait, ici, nous avons pu réaliser une carte d'occupation du sol. Nous avons numérisé à partir de la carte de OpenStreetMap et les limites administratives proviennent de la plateforme d'Ivagis et on s'est servi aussi des images satellites de Google Earth. Si vous pouvez le remarquer, par rapport à la légende qui est là, nous avons pu représenter sur cette carte les différentes routes, les réseaux routiers. Nous avons le route locale, route principale et route secondaire, ainsi que le riz. Et concernant les zones bâties, nous avons les bâtiments publics qui sont en couleur rouge. Nous avons les bâtiments privés, couleur grise. Nous avons le parking. Nous avons le bâtiment mixte. Donc, en fait, le bâtiment mixte, vous allez voir que ce sont des bâtiments où on peut retrouver quelques bureaux, par exemple, de l'État et aussi une autre partie où les gens habitent. Et à part ça, il y a aussi d'autres zones où nous avons marqué autres, parce que c'est comme vous pouvez le remarquer, nous n'avons pas pu acquérir toutes les informations possibles. En dehors de cela, nous avons aussi représenté les différents espaces verts qu'on retrouve dans la commune de Lingwala, ainsi que les points d'eau. Le problème dont je vous ai parlé, vous voyez qu'ici, nous avons représenté les bâtiments sous forme de blocs. Pourquoi? Parce que n'ayant pas le plan cadastral plutôt, allais-je dire, numérisé, n'ayant pas une base de données au niveau national, voire urbain, nous avons pu nous servir de OpenStreetMap. Donc, vous voyez, sur OpenStreetMap, alors, il y a des zones où les bâtiments n'étaient pas représentés, mais on essaie un peu de regrouper tous les bâtiments pour ne former qu'un bloc. Comme vous pouvez les remarquer sur des polygones de couleur grise qui sont là. Donc, ça veut dire que tous ces blocs-là sont constitués de plusieurs parcelles. Donc, tellement ça fait partie d'un projet pilote, nous avons jugé bon procéder comme ça. Et après, s'il faut financer et aller trop loin, nous pourrons maintenant, en étant en contact avec, par exemple, l'affaire foncière plutôt, et puis voir comment récupérer les données à partir de leur bureau, soit faire des investigations sur terrain avec des GPS et autres. Mais ici, nous nous sommes contactés juste à représenter tout ce qui est comme parcelle sous format de blocs parcellaires. Et à côté, les images que je vous ai montrées l'autre fois, précédemment, la vie aérienne de 2004 et de 2021. C'est juste pour voir quelles sont les zones qui sont maintenant loties et qui avant ne l'étaient pas. Voilà un peu ce que nous avons pu faire avec cette investigation. À part ça, il y a aussi un autre projet. Vu que c'est encore un projet, nous allons un peu parler de ça en détail demain. Le but est de disposer, en fait, de mettre de telles cartographies en ligne. Ça veut dire sous forme d'application web qui permettra à tout un chacun d'y accéder et puis d'avoir un peu, parce qu'avec l'application web, on peut déterminer quelles sont les informations qu'on aimerait afficher. Par exemple, je vais juste voir le bâtiment administratif, je vais juste voir les habitations, je vais juste voir, par exemple, les zones récréatives, ainsi de suite. Ça concerne un projet qu'on va présenter demain
qu'on a pu mener sur la commune de Limete, toujours dans la ville de Kinshasa. Ça sera réservé pour la séance de demain. Aujourd'hui, on se limite à Lingala et on accorde la parole aux autres parce que je me suis dit, à cette conférence, je ne vais pas beaucoup plus parler, j'aimerais entendre les autres, entendre nos autres les consultants qui sont dans d'autres pays. Voilà, comme je l'ai dit, comme difficulté, il y avait par exemple le plan cadastral qui n'était pas numérisé, l'inexistence d'une base de données au niveau national, voire urbaine, absence des images des satellites à haute résolution. Et comme résolution, nous avons numérisé à partir de la carte de OSM, OpenStreetMap, ainsi que les images de Google. Et il y a aussi la connaissance du milieu qui nous a un peu facilité la tâche. Et les autres, là, ça fait partie des limites des sites, parce que les sites, c'est un outil puissant dont nous parlons, mais il y a quelques limites, par exemple, par rapport aux données, il y a la pertinence, la richesse, la mise à jour, droit d'auteur, tel que vous voyez là, nous avions un projet à faire, mais on était bité parce qu'il n'y avait pas une base de données, il n'y avait pas de données disponibles, il n'y avait pas de données mises à jour. Cela constitue déjà des freins, des obstacles. Il y a aussi la puissance des ordinateurs, parce que dans certains projets qui contiennent un peu plusieurs données, vous allez voir que souvent, il se peut que la machine puisse planter. Donc, ça ne vous facilite pas la tâche. Et il y a aussi la compétence des utilisateurs, parce qu'on peut avoir une bonne idée, on peut avoir un bon projet, on a des données, on a l'ordinateur, mais si on n'est pas compétent, on ne saura pas réaliser un bon projet cible. Et il y a aussi le terrain. Arriver sur le terrain, ce n'est pas facile. Et vous voyez, ça, je tiens à insister, en Afrique, nous avons encore de sérieux problèmes parce qu'il y a trop de barrières. Donc, nos lois d'abord et l'usage de certains appareils ne sont pas encore validés. Donc, il faut trop de courbes, de parcours pour avoir tout ce qui est comme autorisation et autres. Parce que les terrains, ça nécessite de descendre avec les appareils, collecter les données autres, mais ce n'est pas toujours facile dans nos pays africains. Voilà un peu tout ce que j'ai pu réserver pour aujourd'hui, parce que le but était de vous faire voir un peu comment on a pu utiliser le site pour représenter cette carte d'occupation du sol, soit cette carte de situation cadastrale de la commune de Lingala. Monsieur Suleiman, vous êtes là? Oui, je suis là, Monsieur Christian. Voilà, je vous passe directement comme étant, vu que votre présentation, vous l'avez chez vous, je vous passe comme étant animateur et vous allez faire tout ça. Voilà, merci, je disais bonsoir à tout le monde. Je réponds au nom de Suleiman Adam Dila, je suis consultant indépendant en matière de gestion durable des terres et des écosystèmes dégradés. Donc, au passage, je disais que je voudrais quand même remercier M. Christian de m'avoir invité à ce grand moment d'échange et de partage d'expérience en matière de l'outil et de la détection. Donc, sans trop tarder, je m'en vais et quand même vous présenter un cas spécifique de l'étude de la dynamique de l'occupation des sols au niveau des bassins de Gulben-Kaba au Niger. Donc, le plan d'exposé s'articule autour du point suivant, une introduction, la méthode, le résultat et un projet à venir. Donc, il faudrait le savoir que la dégradation des forêts et des terres constitue aujourd'hui un sérieux problème dans le monde entier et en particulier dans les pays en développement. Environ 1 milliard de personnes, soit 15% de la population de la planète sont, comment on l'appelle là, les terres sont dégradées. Le Niger a une superficie de 1 260 000 km² avec une population de 1 million d'habitants. 80% de la population est rurale et tire l'air moyen de subsistance à travers une exploitation incontrôlée et irrationnelle des ressources naturelles, ce qui conduit à une baisse de la productivité en eau, la désertification, l'inondation, l'ensablement, la perte de la fertilité des sols, ainsi que d'autres. Ces conséquences de la dégradation des terres constituent donc de véritables problèmes environnementaux et de sécurité alimentaire, donc des défis pour un développement durable. En Afrique subsaharienne, les principales sources d'activité économique est la production agricole. Aussi, la diminution de la productivité des terres signifie une quantité de nourriture produite inférieure, une production de cultures d'exportation sont en danger. Donc,
Nous aurons, dans le cadre de cette étude de la dynamique, et veuillez m'excuser, j'ai trop simplifié quand même les diapositives, à utiliser des images satellitaires à Landsat sur résolution spatiale de 30 mètres, téléchargées via USGS à Google Survey. Donc, ensuite, avant de faire la classification, on passe à une segmentation des images en régions homogènes à l'aide de l'outil e-cognition. L'échantillonnage des zones d'entraînement et classification des images avec l'outil ArcGIS. Après, on procède à une correction manuelle et rendu obtenir la classification par interprétation visuelle. Là, je ne vais pas calculer l'indice de kappa parce que je suppose que la correction manuelle répond quand même à une, comment on l'appelle, à une vérité au niveau du terrain. Donc, enfin, on aura une carte d'occupation du sol qui constitue le rendu final. Donc, sans trop tarder, je m'en vais également à présenter les projets à venir, donc 30F, qui est anciennement appelé Land Degradation Monitoring Tools, qui est une plateforme conservation internationale pour surveiller les changements des terres en utilisant les observations, comment on l'appelle là, de la Terre, dans un système de bureaux ou des clouds innovants, suivre l'atteinte des objectifs du développement durable. Donc, je dirais que cet outil-là permet d'évaluer le niveau de la dégradation des terres à travers 3 sous-indicateurs, la productivité, le carbone organique du sol et les changements de la couverture terrestre. Mais la productivité à elle seule, elle a 3 sous-indicateurs. Donc, dans 3 sous-indicateurs, il y a 3 sous-indicateurs. Il y a la tendance, l'état et la performance. Donc, cet outil-là, je suis en train de l'explorer pour pouvoir, peut-être dans les prochaines éditions, présenter quand même les résultats de certaines études qu'on aura pu à réaliser. Donc, merci de votre attention. OK, merci beaucoup, monsieur Suleiman. Donc, ça a été toujours un plaisir de vous avoir. Donc, quand on a pensé à organiser cette conférence, on a vite aussi pensé à vous. Merci, Voilà. monsieur. Donc, aujourd'hui, on se limite avec les 3 présentations. On va essayer un peu de lire tout ce qui est comme question et puis répondre. Parmi les questions, s'il faut préciser aussi à qui s'adressent les questions, ou bien la question, ça serait une bonne chose. On commence avec la première question. C'est monsieur, je ne sais pas si c'est monsieur ou madame, mais c'est Poudine qui nous demande concernant l'implantation des éoliennes, a-t-il utilisé les données MNT, les modèles numériques des terrains? En fait, c'est une question adressée à M. Thibé, mais comme on a accompagné M. Thibé dans ses projets, je peux aussi répondre. Dans le projet présenté, je ne sais pas, M. Thibé, est-ce que vous allez intervenir ou soit... Là, vous pouvez répondre à ma place. OK, d'accord. Donc, cher ami, on n'a pas utilisé les MNT. Peut-être MNT, on pourra l'utiliser lorsqu'on va aller trop loin dans les recherches pour déterminer les emplacements spécifiques, là où il faut placer le pylône dans le cas des éoliennes, parce qu'on doit chercher au moins les zones à haute altitude, ce qui est un peu intéressant. Mais ici, c'est comme a été détaillé, on a utilisé une image satellite provenant de Google Earth. En fait, ça fait partie de la cartographie participative. Donc, on a regroupé le paysan du village de Akbar et puis on les a présenté une image satellite de Google Earth de la zone, le village là de Akbar. Et avec des discussions, on a pu déterminer, parce qu'il y avait le marqueur, on a pu indiquer là où on pouvait placer tous ces 4 éléments. Donc, ça veut dire là où on pouvait implanter les éoliennes, là où on pouvait planter des points d'eau, les potagers ainsi que les réseaux de gouttage. Donc, après avoir indiqué avec le marqueur sur l'image Google, on a maintenant géoréférencé cette image-là. Parce que l'image provenant de Google Earth, lorsque vous l'importez sur le logiciel QGIS, cette image n'est pas géoréférencée. J'ai aussi constaté qu'il y a une question sur le géoréférencement. On va répondre. L'image provenant de Google Earth n'est pas géoréférencée. Alors, une fois sur le logiciel QGIS, vous êtes obligé de faire le géoréférencement. Je profite directement pour répondre à la deuxième question qui demande c'est quoi le géoréférencement. En fait, le géoréférencement, c'est une opération qui nous permet d'attribuer
les vraies coordonnées à une image, soit à une donnée raster, allais-je dire. Ça peut être une image satellite, ça peut être une ancienne carte scannée, mais dont on ne retrouve plus les coordonnées. Mais en se référant, soit s'il y a la grille de coordonnées, on va se référer à la grille de coordonnées, soit encore, on peut se référer à une autre carte, par exemple OpenStreetMap, Google Earth, pour géoréférence. Donc, ça veut dire que ça permet à attribuer les vraies coordonnées à une donnée raster. Voilà, donc pour la première question, on n'a pas utilisé le modèle numérique des terrains. La deuxième question, on a expliqué c'est quoi le géoréférencement. Et M. Claude Kossou nous a même demandé comment ça s'est fait. Je crois que je vous ai répondu c'est quoi le géoréférencement et quel est son but. Mais la façon dont ça s'est fait, ça veut dire c'est mieux d'être pragmatique, c'est mieux d'être circuiteux et puis le détail. Mais vu que là, nous sommes en pleine conférence, je ne saurais pas faire des tutoriels directs. Mais toutefois, après la séance, je vais écrire notre adresse mail de notre cabinet, RFS Consulting. Vous allez nous laisser un message et nous allons vous partager des tutoriels, des vidéos qui expliquent un peu comment faire le géoréférencement. Voilà, nous allons passer à la suite des questions. Et s'il y a aussi des questions, par exemple, orales, vous pouvez cliquer là où il y a le signe de main. Nous allons vous accorder la parole pour poser la question. Je suis en train de lire le message pour traiter de différentes questions. Monsieur Thomas, vous avez, en fait, là, ce n'est pas une question. Pour tous ceux qui demandent aussi la vidéo de cette présentation, une fois fini, après la conférence de demain, nous allons traiter cette vidéo et ça sera disponible sur notre chaîne YouTube et la page Facebook. Nous avons voulu que cette séance passe aussi en direct sur la chaîne YouTube, mais on a connu un problème technique. On va le résoudre. Je crois d'ailleurs que demain, la séance de demain passera directement sur YouTube et sur Facebook. Je continue à lire le message pour traiter les différentes questions. Oui, je vois, on demande toujours l'exposé. Oui, les exposés, nous allons rassembler tous les exposés et puis on verra comment vous les partagez. L'enregistrement du webinaire, la même chose. Je suis en train de lire les questions. Voilà, une question à M. Adamou, M. Suleiman, le consultant Suleiman. Il y a notre ami qui demande comment vous avez trouvé ces représentations sous forme d'histogramme. Monsieur Suleiman, si vous pouvez réagir à cette question. Notre ami, je crois c'est Soilil, permettez-moi, il y a des noms arabes, j'ai du mal à bien le prononcer. Voilà, Monsieur Suleiman, vous pouvez intervenir. Veuillez me répéter la question. Il demande comment avez-vous trouvé ces représentations sous forme d'histogramme? Je ne l'ai pas trouvé, je l'ai construit. C'est des histogrammes que j'ai construits à travers le logiciel Excel. Je ne sais pas si… Allô? Oui. Je ne sais pas si je me suis fait clair par rapport à la réponse. Oui, c'est… Parce que nous avons 4 périodes. Nous avons 4 périodes, donc c'est le logiciel Excel qui va te permettre de les classer. Comment on l'appelle, en colonne et en ligne. Donc, ce qui va te permettre d'avoir la disposition de ce histogramme en bâton. OK. Si, par exemple, la réponse n'est pas satisfaisante, mais si le propriétaire de la question va encore nous écrire. Nous avons encore une autre question de M. Claude Kossou qui demande, quand on parle des résolutions de 30 mètres des Landsat, ça correspond à quoi? Parce qu'en fait, il n'a pas l'idée sur ça, il n'arrive pas à comprendre. M. Suleiman, parmi les intervenants qui sont là. Je réponds ou bien je laisse l'expert SIG. Je vous ai dit aujourd'hui, j'aimerais vous entendre. Ah bon, M. Christian. D'accord.
En fait, quand on parle de la résolution spatiale 30 mètres, c'est le niveau de détail qui est possible de voir au niveau d'un objet. Donc, c'est la résolution au niveau du capteur. Par exemple, il y a des résolutions 30 mètres, c'est pour les Landsat. Il y a 10 mètres pour les sentinelles. Donc, c'est le niveau de détail que le capteur est susceptible de voir, un objet au niveau de la surface de la Terre. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, monsieur Christian, donc vous êtes là pour compléter. Si, voilà, nous poursuivons. Il y a monsieur, Donc, toujours monsieur Soili qui demande, quant à l'acquisition d'images, est-il possible dans USGS, en fait, c'est les sites du gouvernement américain, en fait, où on utilise les Air Explorer. Par rapport à cette question, d'après moi, je crois oui, on peut récupérer les images à partir de là parce qu'il y a aussi les satellites Google qui disposent ces images dans les sites américains là. Donc à partir de là, je dirais, monsieur Christian, moi, tous mes images, je les obtiens à travers les sites Earth Explorer, Google, USGS, Google Survey. Il suffit de t'inscrire, donc tu auras la possibilité de télécharger ces images-là. Oui, donc, messieurs, c'est possible de les récupérer dans ces sites-là, mais vous devez commencer par vous inscrire. Et j'aimerais, par rapport à l'expérience, j'aimerais vous dire, lorsque vous faites l'inscription, c'est mieux de préciser l'éducation. Préciser l'éducation et différents domaines dont vous allez récupérer, parce qu'il y a des ceux qui rencontrent des sérieux problèmes lors de l'inscription. De temps en temps, soit on refuse votre numéro, soit le mot de passe, c'est aussi des choses à bien tenir en compte. Parce que ces sites-là ne disposent pas, en fait, ne permettent pas à n'importe qui de télécharger les données. On doit avoir au moins votre identité complète et qui facilitera la tâche. Nous poursuivons avec des questions. Je vois des questions de M. Paul qui parle de à quoi aider à la déforestation de ces régions-là. Oui, oui. La région. Donc, en fait, la région d'études, c'est une région où, qui a un taux d'explosion démographique très élevé au Niger, Maradi. Donc, la population tire leur profit pendant la période de disette de l'exploitation de ce potentiel forestier. Donc, ce qui fait que la population a déforesté, comment on l'appelle là, pour pouvoir subvenir à certains besoins. En plus de cela également, étant donné que la population est en forte explosion, en forte croissance, et donc là, ça demande également d'aménager l'espace pour s'habiter. Donc, c'est ça qui explique également dans les tableaux des taux d'habitation. Donc, ce qui veut dire que la population a à déforester pour découvrir de nouveaux espaces de vie. Également pour subvenir avec... Quand une population croît, le niveau de vie va croître. Donc, ce qui fait que ce Goulibi-là est exposé quand même à des déforestations et beaucoup d'impacts liés à la population qui vit à la périphérie. OK. Il y a Messi qui demande si vous pouvez nous expliquer les systèmes cloud. Monsieur Suleiman, je crois qu'il y a une question. Mais c'est maman n'arrive pas à bien lire. Je vais un peu agrandir. Kamal, c'est Kamal, voilà. C'est Kamal qui a posé cette question. Oui, oui. Les systèmes cloud. Les systèmes cloud, c'est un système d'utilisation de l'Internet via comment on l'appelle, de l'informatique via l'Internet à travers un utilisateur. C'est-à-dire que vous avez un logiciel ici. Pour pouvoir utiliser ce logiciel, il faudrait nécessairement utiliser l'Internet. Et ce logiciel-là, c'est un utilisateur qui l'a conçu, qui l'a intégré un certain nombre d'algorithmes qui va te permettre de faire un calcul pour aboutir à un résultat. Donc, je ne sais pas si c'est clair, s'il y a d'autres qui peuvent augmenter d'un peu clarification par rapport au système cloud. Mais c'est, comme on l'a dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez partager avec moi? Les présentations par mail, oui, monsieur Bakris, imam, nous allons le faire. Et à part là aussi, je profite à vous dire, c'est question de rester en contact avec notre plateforme, notre cabinet. Il y a la page Facebook RFS Consulting, il y a la chaîne YouTube RFS Academia. Nous sommes aussi sur Instagram et Twitter. Comme ça, vous serez
Vous serez informés de toutes nos séances, tout ce que nous allons faire, nos événements et autres. Et nous allons partager tout ça avec vous. Nous poursuivons avec les questions. Où trouver, ça c'est M. Abel Eve qui demande, où trouver les données, par exemple les rasters et vecteurs, pour la réalisation des cartes d'occupation du sol en aménagement du territoire. Monsieur Abel, en fait, c'est comme, je ne sais pas si vous avez suivi ma présentation, tel que pour nous, nous avons utilisé OpenStreetMap avec la carte participative de Google. Mais il y a beaucoup de plateformes. Il y a, par exemple, vous pouvez retrouver les vecteurs dans des sites tels que Divagis. Il y a, par exemple, GNDM. Et, en fait, il y en a tellement, mais nous allons voir comment. En fait, veuillez nous écrire ça. Je vais vite la passer notre mail. Veuillez nous écrire. Nous verrons comment vous partagez avec vous cette liste des sites. Et à part ça, il y a aussi notre chaîne YouTube où il y a déjà des tutoriels qui parlent de tout ça. Voilà, nous poursuivons. Mais en fait, le nom n'apparaît pas, c'est juste la marque des téléphones. Avec les téléphones, on peut travailler sur Google Earth. Oui, faire les cartes. Voilà, bon, apparemment, lui, il a répondu. Il dit avec le téléphone, on peut travailler sur Google. En fait, je ne sais pas si c'était une question ou bien il y répondait. Mais oui, il y a maintenant des applications mobiles de Google Earth où vous pouvez utiliser avec votre téléphone, mais vous ne saurez pas réaliser tout ce qui est comme les travaux, tout ce qui est comme la cartographie, ou tout ce qui est comme les travaux des sites à partir de votre téléphone. Il y a certaines fonctionnalités dont vous ne saurez pas, qui ne seront pas disponibles, allais-je dire. Il y a M. Roméo qui demande quelle est l'importance de l'utilisation des drones dans le site. Parmi les intervenants, M. Tubé, M. Glody, M. Suleiman, je ne sais pas si vous pouvez répondre. Je me permets de répondre par rapport à cette question de drone. Oui, s'il vous plaît, M. Glody, juste une petite présentation parce qu'il y a des sites qui, vu que vous n'avez pas… Voilà. Moi, c'est M. Glody Misengelo Mami, je suis ingénieur SIG et je travaille actuellement dans l'aménagement numérique du territoire et aussi dans les data science. Donc, du coup, pour répondre à votre question, le rôle de drone dans les SIG, en fait, les drones va venir en quelque sorte remplacer le gros appareil d'aviation, les avions, dans la prise des photos pour la photogrammétrie. Donc, avant, il fallait parcourir les territoires par des avions pour faire ce que fait Google Earth, ou voilà, les photos satellites. Mais avec les drones, il y a possibilité de parcourir les territoires et d'avoir des images à une échelle beaucoup plus importante, et même la précision. Pour certains drones ou pour des drones puissants, on arrive quand même à avoir de détails assez importants. Donc, c'est un peu ça. Voilà, merci. Si je peux ajouter quelque chose. Aussi, avec les drones nous permettent aussi à acquérir les données, comme nous avons dit, les données raster, les images, les vies aériennes. Par exemple, les projets sur la carte d'occupation du sol de la commune de Lingouala que je vous ai présenté, je vous ai montré qu'à côté, on a pu, il y avait les images de la commune pour 2004 et 2021. Si par exemple, on avait l'appareil drone, on pouvait aussi avoir ces mêmes images, mais à des résolutions un peu beaucoup plus réduites et aussi des images actualisées à temps réel. Parce que vous voyez, avec les satellites dont nous sommes en train de dire là, Google Earth, que ce soit sur Air Explorer, les images sont par exemple des 3 mois passés. Mais avec le drone, ça vous permet d'avoir la situation réelle parce que vous pilotez vous-même et vous pouvez récupérer ces images à haute résolution. Et en plus de cela, ces images sont géoréférencées. Et aujourd'hui, parce que les drones, il y en a de plusieurs sortes, surtout avec les drones employés dans le domaine de l'agronomie, l'agriculture, il y a même des autres équipements qu'on associe. Ben, ça veut dire que vous achetez les drones, mais maintenant, il y a d'autres équipements que vous pouvez associer qui peuvent vous amener à faire des études des analyses ou bien des études tellement avancées. Par exemple, juste avec…
Ben, je disais, vous pouvez aller trop loin parce qu'avec ces équipements-là associés au drone, vous pouvez par exemple savoir déjà les endroits où la culture, soit les plantes, sont menacées par une maladie quelconque ou bien des insectes et autres. Donc, les drones actuellement est en train de jouer un grand rôle. Voilà, donc je crois qu'il n'y a plus un autre intervenant qui a à dire. Nous poursuivons avec des questions. Il y a Messier, Messier a posé beaucoup plus de questions. Nous sommes fiers de vous, apparemment. Nous voyons comment vous êtes intéressé. Messier Sohilil, est-il possible d'utiliser QGIS pour une ville aménagée anarchiquement? Cher Glody, cher Suleiman, je ne sais pas si vous pouvez dire un mot. J'ai pas bien compris la question. Est-il possible d'utiliser QGIS pour une ville aménagée anarchiquement? Une ville dont on a aménagé sans respecter les normes urbanistiques. Est-ce que c'est possible d'utiliser QGIS pour cette ville-là? Je ne sais pas. D'abord, c'est question de préciser. Lors de la réponse, veuillez lui préciser d'abord QGIS c'est quoi, comme ça participera aussi à sa compréhension. D'accord. En fait, je vais essayer de répondre comment j'ai compris finalement la question. Oui. Déjà, il faut savoir que QGIS, c'est un logiciel, c'est un outil cartographique. Donc, qui veut dire cartographique, ça nous permet finalement d'avoir comme résultat de cartes, bien évidemment, après traitement, parce que QGIS, c'est aussi un logiciel informatique, parce qu'il est déjà développé en langage informatique Python. Donc, il y a des modules qu'on a associés pour les traitements, pour des géotraitements. Par exemple, dans QGIS, quand on a un territoire, il y a possibilité de tracer les routes, de tracer les parcelles, de tracer tout ce que tu veux qui soit en rapport avec les territoires. Donc oui, une ville qui est anarchique, on peut utiliser QGIS pour numériser cette ville-là. Donc la ville restera toujours anarchique parce que on pourrait en amont utiliser QGIS pour construire une ville. On va dire, voilà, on fait par exemple en urbanisme, on crée des plans d'une future ville. Dans ces cas-là, la ville ne sera pas anarchique, mais quand la ville est déjà ce qu'elle est et qu'on la numérise, oui, on peut évidemment utiliser QGIS. C'est donc ça. OK, merci beaucoup. J'espère que le monsieur a bien compris. Donc, QGIS, en fait, QGIS, c'est un logiciel utilisé dans le site. Donc, le site, c'est un outil et il y a plusieurs logiciels qu'on peut utiliser. Et par rapport à cette question-là, c'est d'abord, le vrai problème aussi, c'est les données. Donc, on va maintenant partir à chercher d'abord les données de cette ville-là, les images satellites, tout ce qui est comme information, et on viendra étudier et puis voir comment proposer un autre plan de réaménagement si on peut utiliser les termes. Voilà. Nous poursuivons. Il y a des questions. Il y a M. Paul qui demande, selon la plupart des exposés, pourquoi le logiciel QGIS est utilisé plus que le logiciel ArcGIS? Voilà, je vais répondre à M. Paul Botende. M. Paul, le problème, c'est quoi? Le logiciel ArcGIS est un logiciel payant. Donc, ça veut dire que vous devez disposer de la licence pour l'utiliser bien. Parce que, en fait, si vous pouvez remarquer, RFS Consulting, c'est un cabinet de consultance. En fait, c'est une structure légalement enregistrée, bien que c'est privé. Nous n'allons pas nous pencher à des trucs, par exemple, où il faut craquer. Ce n'est pas vraiment honorant, c'est déshonorant. C'est pourquoi on se focalise sur des logiciels d'autres. Par exemple, le QGIS. QGIS, c'est un logiciel gratuit. Et aujourd'hui, QGIS est en train de prendre une grande vitesse parce qu'on est en train de simplifier. On travaille vraiment beaucoup plus sur ça. Il y a, par exemple, tel que le projet dont je vous ai présenté sur Lingwala, nous avons enregistré ces projets et nous l'avons mis dans nos téléphones, dans nos smartphones, sous forme d'application mobile, grâce à l'extension QField, qui est aussi une extension de QGIS. Ça veut dire que c'est QGIS pour les smartphones, pour les Android. Et nous avons la possibilité de compléter les données sur terrain.
Et QGIS est aussi compatible avec beaucoup d'autres plateformes. Vous avez la facilité, par exemple, de récupérer les données, ce qu'on peut faire aussi avec ArcGIS, les données à partir des OpenStreetMaps sur QGIS, à partir des Google Earth et autres. Mais l'une des raisons principales, c'est parce que ce logiciel est gratuit. Et l'accès à tout le monde, mais ArcGIS, c'est payant, mais ça veut dire que vous serez obligé de disposer de la licence, bien que c'est performant. Je crois que nous avons bien répondu à la question de M. Paul Botende. Nous poursuivons. Je peux bien ajouter quelque chose? Oui, oui. Vous vous présentez Bon, et vous ajoutez. Bon, sur ce que vous avez dit, vous avez totalement raison, mais il faut savoir, vous devez savoir que QGIS, c'est un logiciel qui est gratuit, comme vous l'avez dit, Oui. et que ArcGIS, c'est payant. Mais il y a une différence. La différence, c'est que QGIS, il travaille avec la capacité de l'ordinateur. Il travaille avec le processeur plus la carte graphique. Et puis, si l'ordinateur n'est pas performant, souvent, il peut donner des résultats qui sont erronés. Mais par contre, ArcGIS, il travaille avec la base de données qui est déjà dans le logiciel. Donc, il y a un système. Par exemple, quand on lance peut-être une programmation pour créer peut-être une carte ou bien faire le réseau hydrographique, il va travailler avec le système qui est déjà dans le logiciel et ça donne les bons résultats. Par rapport à les logiciels gratuits, ça travaille avec le processeur et la carte graphique. Si ce truc n'est pas vraiment performant, ça donne les résultats erronés. Bon, ça, c'est juste ce que je voulais un peu ajouter. Merci. Merci beaucoup, M. Gad. Vu que malheureusement, vous aurez dit vous présenter. C'est ça le but de ces moments, l'échange. Ah bon, excusez-moi. Bon, moi, je suis au Maroc. Je Oui. suis étudiant. Bon, je suis finaliste au master. Je travaille à mon compte. Je Oui. suis finaliste en master spécialisé géorisque, géomatique, géo-environnement et géomatériaux. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Pardon, je vais juste, pour celui qui est au Maroc, en fait, pour lui dire que moi aussi, j'ai fait mes études de SIG au Maroc, à l'école Hassani, hein, des travaux publics de l'État. Donc, s'il connaît bien. Quelle école? Je n'ai pas entendu. École Hassani, EHTP. C'est dans quelle ville? À Casablanca. Ah, Casa, ouais, ouais, je vois. Parce que moi, je suis à Marrakech, je suis en Kadia. D'accord. OK, merci Ouais. beaucoup. Donc, fier de vous Allô? avoir parmi nous. Nous poursuivons avec des questions. Existe-t-il, ça c'est la question de monsieur, je sais pas monsieur ou madame, Bala, existe-t-il des applications mobiles permettant de naviguer avec un raster? Oui, mais monsieur, il y a des applications mobiles. Il y a par exemple, je vous ai parlé de Kifil. Je ne sais pas, lorsque vous parlez de naviguer avec un raster sur terrain sans Internet, parce qu'avec l'extension, avec le QField, ça veut dire que vous réalisez une carte sur QGIS et après vous l'importez sur votre téléphone. Et tout ce que vous avez comme couche, que ce soit vecteur ou raster, vous pouvez l'importer sur téléphone et compléter les autres données sur terrain. Je ne sais pas si la question cadre avec cette réponse-là ou il y a un autre intervenant qui l'a compris autrement. Et toujours, voilà, c'est la même question que vous avez répétée 2 fois. Nous poursuivons. Il y a ingénieur Adrien Moundibe qui demande, conformément au thème de la journée, que peut-on retenir concrètement? Waouh! Je ne sais pas, messieurs, si vous êtes connectés avant ou après. Le thème, c'est l'apport des sites dans l'aménagement du territoire. Les différentes interventions, ça veut dire on veut travailler à un projet d'aménagement du territoire. Il y a un projet soit d'aménagement de milieu rural, soit de milieu urbain. Et maintenant, on se sert de l'outil SIG pour avoir un peu les différentes informations utiles pour ces projets-là. Parce que, par exemple, la carte la présentation sur la carte de la commune de Lingoual, ça veut dire tous ces gens qui vont intervenir, tous ces acteurs qui vont intervenir dans le domaine de l'aménagement, en ayant cette carte, ils auront une idée sur la situation de la commune. Par exemple, quel espace est occupé par quoi? Il y a combien de bâtiments administratifs? Quelles sont les zones qui ne sont pas encore loties? Et comment nous pouvons réaliser des plans pour ces zones-là? Quel programme faire? Quelle planification pour ces zones-là? On se rend compte que les SIG jouent un grand rôle parce que les SIG nous permettent à disposer les matériels tels que la cartographie, parce que nous savons bien que la cartographie fait partie des moyens
le meilleur moyen de communication. Donc, voilà un peu par rapport à ça. Et l'autre projet concernant le village de Akbar aux Philippines, vous avez remarqué que ça concernait le plan d'aménagement dans le domaine du développement rural. Donc, il y a eu une cartographie participative où on a demandé aux paysans, à partir d'une image satellite de Google, d'indiquer les différents endroits propices. Ça veut dire que le paysan était accompagné d'un technicien de développement pour indiquer un peu les différents endroits propices où on pouvait installer tout ce qui est comme l'énergie éolienne, le point d'eau, les réseaux de gouttage ainsi que le potager. Donc, vous voyez un peu comment le site a joué un grand rôle. Et il y a aussi M. Suleiman qui nous a parlé. Donc, je ne sais pas si vous étiez venu après ou avant, mais au moins, si c'est ce que vous pouvez retenir, ça veut dire comment l'outil SIG, grâce à ces différents logiciels, les données de terrain, peut nous aider à travers des cartes, que ce soit des cartes en ligne, que ce soit des cartes physiques comme ça, matérielles, à avoir des informations concrètes sur une zone, la répartition, soit encore l'occupation spatiale de cette zone-là, ce qui nous permettra maintenant de prendre de bonnes décisions lors de la planification. Merci Adrien. Ingénieur Adrien, je ne sais pas si la réponse est convaincante. Nous poursuivons. Il y a M. Amadou Bailo qui demande comment créer une base de données d'aménagement pour faciliter l'obtention des données géoréférencées. Je n'aimerais pas être égoïste à trop parler. Les autres intervenants, cher Glody et autres, s'il y a à dire. Allô? Oui, il y a M. Amadou qui demande comment créer une base de données d'aménagement pour faciliter l'obtention des données géoréférencées. Allô? Oui. Bonjour, bonsoir, pardon. Bonsoir. Moi, c'est Thomas Herbert. Oui. Je suis géographe environnementaliste et géomaticien. Oui. Notamment expert junior dans les SIG. Merci d'abord d'avoir accepté l'invitation et de m'avoir invité à cette participation. Oui. Que j'apprécie bien les échanges. J'ai notamment vu plusieurs questions, notamment sur le volet des logiciels, autrement dit QGIS, AGIS et autres. Et des questions relatives à l'utilisation des images aussi, et particulièrement la question sur l'UNOCS, Global Server, et la question relative au géoréférencement, je pense. Oui. Pour le géoréférencement, commençons par cette question. Il demande, étant donné que les données sont un problème, la question, elle est où là, s'il vous plaît? Non, en fait, ouais, c'est cette question-là même qu'on attend la réponse. En fait, il demande comment créer une base de données. Je sais qu'on doit passer par la numérisation de tout ce qui est comme plan et autres. La base de données. Voilà, la base de données pour faciliter l'obtention des données géoréférencées. La base de données d'aménagement. Il y a la chance que la zone qui veut l'information a déjà dû faire d'office de projet ou d'études au préalable avant. Il peut se rapprocher du service compétent. Alors, s'ils ont mis ça en ligne, particulièrement AES-GS, généralement, toutes les données qui sont compilées à l'intérieur sont des données qui ont été mises en ligne. Donc, ça veut dire que ça fait d'office d'un intérêt dans un projet ou dans une activité quelconque. Donc, ici, là, pour avoir des données géoréférencées, il faudrait d'abord vérifier si la zone a déjà fait office d'une étude. Si elle n'a pas encore fait d'office d'étude et qu'il n'y a pas une base de données disponible, il devra s'acquérir des méthodes de géoréférencement de l'image ou alors de la zone en question. Voilà, merci. Je veux ajouter quelque chose difficile à répondre. Le monsieur Thomas venait de répondre, c'est pratiquement ça. Si la zone n'est pas en tout cas... c'est Paul, vous nous dérangez. Voilà, vous pouvez continuer, monsieur. Donc, je disais, si la zone n'est pas en tout cas cartographiée, oui, ça serait mieux d'utiliser les imageries satellitaires. De procéder premièrement par des images que la personne peut acquérir soit sur SatPlanet ou bien Google Earth. Ça dépend du type de satellite. Et que si, normalement, les satellites, ça peut donner, parce que c'est l'observation de la Terre, normalement, ça va donner des images qui sont géoréférencées.
La personne va télécharger des images géopensées et puis il peut faire aussi le terrain, pourquoi pas aussi le cadrage, le service cadastral pour savoir comment, s'il veut créer une base de données d'aménagement. Normalement, la personne, si la zone n'est pas en tout cas cartographiée en termes d'aménagement du territoire, la personne peut utiliser des imageries satellitaires. En tout cas, ça va beaucoup aider. Ça va vraiment beaucoup aider avec les cycles. En tout cas, ça donne, en tout cas, avec la vectorisation, ça donne en tout cas à la classification, ça peut donner des résultats vraiment convaincants, quoi. Donc, merci. c'est un peu ça. On va encore se retrouver demain, toujours à la même heure. S'il vous plaît, M. Christian. S'il vous plaît, Christian. Oui, oui. C'est M. José. Moi, je voulais avoir, enfin, qu'on puisse donner une précision à la personne qui a posé la question sur la base des données de l'aménagement de territoire. Il faut d'abord lui définir c'est quoi ce qu'on attend par aménagement de territoire, puisque c'est une notion qui est très vaste, puisque l'aménagement ne se limite pas seulement au niveau des cadastres. Oui. Il peut y avoir beaucoup des réseaux, par exemple, pour ceux qui sont en Europe, il faut avoir les réseaux de gaz, les réseaux d'électricité, les réseaux de distribution d'eau, les routes, tout ça, ça fait partie de l'aménagement du territoire. Donc, il faut vraiment qu'il soit fixé de c'est quoi l'aménagement du territoire, puisque ce sont la base de données. La base de données se construit hein, sur base des éléments que toi, tu veux utiliser. Donc, c'est un peu à ce niveau-là que moi, je voulais intervenir. Merci beaucoup, M. José. En fait, M. José est en Belgique. Il est parmi nos candidats, de ceux qui suivent la formation au sein de notre cabinet RFS Consulting. Il évolue dans le domaine de l'électricité et autres. Je crois que demain, on va prendre ça en compte, M. José. Demain, on va essayer un peu d'insister sur l'aménagement. Si passez encore des mots à dire, chers participants, chers intervenants. Bon, merci d'avoir participé. J'ai vraiment aimé les échanges. Bonjour, ça va? Pas grand-chose à dire. Sauf que je n'ai pas envoyé ma présentation. Je me demande s'il est trop tard ou quoi. Je vais pas envoyer pour demain. Oui, vous pouvez. Vous avez notre adresse mail, les numéros. En fait, j'ai écrit aussi les numéros WhatsApp. Là, vous pouvez. Bon, j'ai votre mail devant moi. En fait, j'ai votre mail que vous m'avez envoyé un petit canevas pour être un peu plus court. Voilà, voilà, vous pouvez nous envoyer ça demain comme ça. Nous envoyer ça déjà comme ça demain vous allez intervenir. Et à tous les participants, j'aimerais insister sur ce que nous faisons plutôt. Avec cet esprit-là, la vision, c'est quoi? Nous avons compris que l'Afrique est à un grand retard. Et c'est à nous, jeunes Africains, de faire avancer ce continent. La science, c'est bien. Avoir la connaissance de la science, c'est bien. Nous avons toujours dit ça et c'est parmi aussi les slogans de notre cabinet. Avoir la connaissance de la science, c'est bien. Mais avoir la maîtrise des outils, c'est beaucoup mieux. Bon nombre de non-scientifiques ont la connaissance de la science. Il y a même de ceux qui se sont fait passer des seigneurs. Je suis le dieu de tel domaine. Mais si vous n'associez pas à votre connaissance de la science et la maîtrise des outils, vous serez en difficulté. Vous pouvez avoir assez de connaissances sur l'aménagement et autres là, mais aujourd'hui, les outils qui permettent à réaliser de bons travaux, vous n'avez pas la maîtrise de ces outils-là. Vous voyez que c'est déjà un frein pour vous. Donc, il y a des C qui ne s'occupent même pas du numérique, il y a des C qui ne s'occupent même pas des sites. Mais nous savons à quoi tous ces outils-là sont importants. Donc, c'est la vision de notre structure. Nous avons lancé le programme RFS Academia depuis l'année passée, au mois d'août. Et le mois d'août, bientôt là, ça va accomplir une année. Ce programme est dédié à l'encadrement des étudiants. Nous avons compris que beaucoup d'étudiants ont des sérieux problèmes avec leurs travaux de fin d'études. Il y a des étudiants qui ont aussi des problèmes pour trouver les données sur terrain. Nous les accompagnons à choisir de bons sujets, les accompagnons lors de l'enquête sur terrain, en les aidant à avoir la cartographie de leur zone d'études et aussi les cours d'encadrement et de formation des sites de cartographie numérique avec la télédétection appliquée aussi. La vision que nous avons à travers ces visioconférences et autres-là, nous aimerons mettre en place un réseau de consultants. Il y a M. Glody qui est en France, il y a nos consultants qui sont en Belgique, il y a M. Suleiman qui est au Niger,
Il y a d'autres consultants qui sont au Maroc et autres là. Donc, bientôt, parmi tous ceux qui ont participé, ceux qui nous ont écrit par rapport à votre niveau, on va voir comment mettre en place un formulaire qui vous permettra de nous renseigner ce que vous faites, quel niveau vous avez. Et si à la chance, vous pouvez faire partie de nos consultants. Nous travaillons avec des partenaires consultants. Ça veut dire que vous aurez tout ce qui est comme convention et le contrat, comment les choses se passent. Donc, là où vous êtes, vous pouvez intervenir à un projet. Mais les projets peuvent venir soit du cabinet, soit d'un consultant. Notre cabinet peut avoir un projet qui nécessite votre intervention, donc ça veut dire qui cadre avec votre domaine. Vous pouvez intervenir et on verra comment vous allez bénéficier. Vous pouvez aussi avoir un projet qui nécessite l'implication de beaucoup d'autres consultants. Vous intéressez les cabinets et ensemble, on voit comment y arriver. Donc, on a fait beaucoup de choses comme ça. Il y a même notre consultante qui est en France. Malheureusement, aujourd'hui, elle est occupée, Madame Rose. Je crois demain, elle sera là. Donc, en fait, ce sont des gens avec qui on est en train d'échanger et faire beaucoup plus de choses. Donc, c'est ça la vision de ces visioconférences. Il y aura toujours des éditions de temps en temps. Demain, on se retrouve pour la suite, toujours à la même heure, et on fera en sorte que cela soit aussi diffusé sur YouTube et sur Facebook. Je me représente encore, c'est Christian Mouyaya. Je suis le numéro 1 de RFS Consulting, qui est un bureau d'études environnementales et d'ingénierie. Je vous remercie et... Rappelez-nous le programme de demain, s'il vous plaît. Le programme de demain, c'est toujours à la même heure. C'est comme j'ai dit, 21h, heure de Paris, 20h, heure de Kinshasa. Nous poursuivons toujours avec la conférence, la visioconférence. Il y aura maintenant d'autres intervenants ça cadre toujours avec le SIG et l'aménagement du territoire. Et après cela, nous aurons encore une autre visioconférence, l'édition 3. Je crois, vous serez informés. Cela sera un peu cadré. On va un peu s'attaquer sur le domaine de l'électricité. Comment l'outil SIG peut jouer un grand rôle dans le domaine de l'électrification des zones, que ce soit les zones rurales ou les zones urbaines. Et si vous avez aussi des thèmes ou des sujets intéressants, veuillez chaque fois nous les proposer. On verra comment organiser durant tous ces mois de juillet. Merci, à demain. Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube et d'aimer notre page Facebook, partager avec les autres. Ça sera une bonne chose de votre part. Je vous remercie vraiment. Nous sommes tellement reconnaissants pour votre disponibilité. À demain. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, à demain. Au revoir. Au revoir, à demain, Christian. Au revoir, à demain. Au revoir, à demain. À demain. Au revoir, à demain. Au revoir.